Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans l'émission littéraire La Cadence des Lettres. Aujourd'hui, nous sommes reçus dans la librairie Donkoba de la Bibliothèque nationale de Bamako. Nous sommes en compagnie d'un officier de police. Il est écrivain, il a publié beaucoup de romans, il répond au nom de M. Bala Traoré. Donc, bonjour. Oui, bonjour M. Ba. Merci vraiment d'avoir répondu à notre appel. Tout le plaisir est pour moi. Ok, donc vous avez publié un livre, je peux dire un essai intitulé Les clés de la réussite. Et dans les clés de la réussite, on a constaté que vous proposez beaucoup de chemins, vous proposez beaucoup de choses, des cheminements à suivre pour parvenir à se réaliser dans la vie. Donc dans ce livre aussi, on a constaté que non seulement c'est rempli d'anecdotes, des expériences vécues par vous-même. En un mot, nous voulons savoir, en tant qu'officier de police, qu'est-ce qui vous a incité à venir dans le monde de la littérature? Merci bien, M. Ba. Comme vous l'avez dit, je suis effectivement officier de police. Nous sommes de la première génération de la police, à l'époque où déjà la police était militarisée. Nous étions formés par des encadreurs et des instructeurs maliens et du STIP français. Pendant ma carrière, j'ai eu à servir dans beaucoup d'unités, notamment à Tombouctou, premier arrondissement, Interpol. Mais ce qui peut faire la différence, moi et les autres collègues, c'est qu'il y a deux grandes organisations policières au monde que tout le monde reconnaît en termes d'efficacité, de notoriété, notamment le FBI. J'ai été le premier officier de police malien formé au FBI, National Academy de Quantico. Et surtout, plus tard, j'ai eu la chance de travailler pour Interpol, l'organisation de la police internationale, pour un monde plus sûr. Alors, de ce fait, au final, j'ai eu une somme d'expérience à laquelle il faut ajouter mon séjour, mon parcours à l'ambassade du Mali à Accra comme diplomate. Au Ghana, oui. Accra couvrait une juridiction très large qui partait du Ghana jusqu'au Cameroun à l'époque. J'étais en charge des colonies maliennes. Et comme vous le savez, partout où il y a une colonie malienne, il y a des problèmes. Des problèmes entre Maliens, des problèmes entre Maliens et les habitants du pays d'accueil, ou même avec les autorités des pays d'accueil. Il fallait gérer tout ça et il fallait être un peu partout dans la juridiction. Au cours de ce travail, ça m'a permis d'acquérir une grande expérience sur comment sont les Maliens de l'extérieur, comment ils réagissent, comment ils raisonnent. Et l'un dans l'autre, l'expérience acquise au FBI, l'expérience acquise au niveau du Interpol, où j'étais le directeur d'Interpol pour l'Afrique de l'Ouest, le bureau régional qui est à Abidjan, qui m'a donné l'occasion de faire tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO plus la Mauritanie. Et ça m'a permis de maîtriser la criminalité transnationale organisée, l'aspect sécuritaire dans ces pays et l'aspect sociologique même. Donc c'est l'ensemble de tout ça qui constitue pratiquement mon background. Vraiment, merci beaucoup. Mais la première question que je vous avais adressée était de savoir comment un officier de police peut venir se retrouver dans le monde de la littérature, dans le monde de l'écriture. Ah oui, bien sûr. Quelle est votre histoire entre... Oui. Voilà. Il se trouve que personnellement, j'ai toujours aimé lire. J'ai toujours été curieux. J'ai toujours voulu m'informer, en apprendre toujours plus. Donc, l'envie même de lire a entraîné l'envie d'écrire. En plus, il se trouve que tout au long de ma vie, j'ai eu à approcher des aînés, des vieux, notamment mon papa. Et donc, il y a des histoires qui se racontaient, qui m'ont marqué, que j'ai retenues. Et au fur et à mesure que j'évoluais dans mon parcours, j'apprenais de plus en plus des choses de la vie et du monde. Je me suis dit, mais à un moment donné, est-ce que tout ce que je viens d'apprendre, je peux les garder pour moi-même, à titre personnel, et pourquoi ne pas essayer de partager avec d'autres? Surtout la plupart des histoires que j'ai apprises dans mon premier livre, qui était La Chaîne, c'est des histoires que j'avais apprises à Tombouctou. Tombouctou, la mystérieuse, la ville des 333 saints. Il y a beaucoup d'histoires qu'on peut apprendre à partir de Tombouctou. Pourvu qu'on s'approche aux gens, qu'on soit ouvert, même si on est policier, et que
on prenne le temps d'écouter, surtout écouter. Écouter plutôt que parler. Quand vous parlez, vous n'apprenez rien. Mais quand vous écoutez, vous avez la chance d'apprendre quelque chose. Donc c'est un peu ce qui m'a poussé vers l'écriture. Vers l'écriture. Voilà. Merci et merci encore. Pourquoi les clés de la réussite? Les clés de la réussite, bon, vous savez que tout être humain veut réussir. C'est une ambition naturelle, normale chez tout être humain. Tout le monde veut réussir. Sauf que tout le monde ne réussit pas. Alors, l'idée est que je suis parti du fait que quand même beaucoup ont réussi. Ceux qui ont réussi, qu'est-ce qu'on peut retrouver chez eux de commun par rapport à leur attitude, leur caractère, leur mindset, leur façon de penser, et qui peut expliquer un peu, même si c'est des personnes différentes, qui peut expliquer qu'au final, eux quand même ils ont réussi parce qu'ils avaient ces valeurs-là en commun. Et c'est regrouper ces valeurs en termes de conseils, d'idées, pour guider, sensibiliser les autres. L'idée est de faire comprendre que, puisque ceux-là ont réussi, en ayant telle attitude, tel caractère, telle façon de penser, telle approche des problèmes du monde, le faire savoir aux autres peut leur permettre eux-mêmes d'en tirer profit. Et en conséquence, de réadapter leur vie, leur attitude en fonction de ça. En se disant, bon, comme ceux qui ont réussi, avec tel ou tel caractère, telle ou telle attitude face à telle ou telle situation, peut-être si moi-même je me rapprochais de telles attitudes, ça pourrait permettre de maximiser mes chances de réussir dans la vie. Donc l'idée est d'aider les gens à aller vers le succès, à aller vers la réussite, en partant d'exemples de ceux qui ont réussi. C'est un peu ça. Oui, à cet effet, et on constate que le livre est réparti entre 7 grands thèmes. Le premier, c'est savoir dominer ses pulsions. Savoir dominer ses pulsions. Le deuxième, c'est être procréatif. Le troisième, raisonner gagnant-gagnant. Quatrième, vouloir réussir. Cinquième, savoir faire le bon choix. Sixième, être persévérant, rigoureux et honnête. Septième, avoir une vision. J'avais dit 7, mais c'est réparti en 8. Et le huitième, c'est savoir bien gérer le temps. Voilà en tout les 8 propositions qui sont cadrées dans votre livre. Nous allons revenir d'abord sur la première proposition qui est savoir dominer ses pulsions. Dans savoir dominer ses pulsions, il y a beaucoup d'anecdotes que vous rapportez dans ce livre. Donc, comment faire pour au moins pouvoir dominer ses pulsions, en même temps foncer sur ce qu'on a comme objectif? Je suis parti du constat que en tout être humain, il y a 2 sentiments. Le premier sentiment, c'est de tendre vers ce qui est bon pour nous, ce qui est agréable, ce qui nous fait plaisir. Mais l'autre sentiment est l'attitude qu'on doit avoir en tant que citoyen du monde, vivant dans une société, comment faire pour être en harmonie avec les règles et les valeurs de la société dans laquelle on évolue. Malheureusement, l'homme tend plutôt vers ce qui lui fait plaisir, ce qui est agréable, plutôt que d'être rigoureux, se soumettre et réussir à coller aux valeurs essentielles, aux valeurs sociétales. J'ai remarqué que beaucoup d'erreurs surviennent parce que dans un premier temps, les gens se sont laissés entraîner par ce qui leur fait plaisir, leur pulsion. Il y a beaucoup d'exemples là-dedans. Oui, le cas de le guerrier de Damozon. Oui, j'explique ça. Oui, c'est une petite histoire que beaucoup connaissent déjà. Bon, entre nous, je ne vais pas trop aller dans le fond, sinon ce ne sera plus intéressant pour les gens de lire le livre, mais juste quelques exemples. C'était la première fois pour moi d'apprendre. Cet exemple-là, ça vient de l'histoire. Il était très puissant, tout le monde le savait. Un jour, il a voulu faire venir un de ses lieutenants. Il a dit à un soldat, va me l'appeler. Le soldat est parti, sauf que le soldat a trouvé que le lieutenant, bouillant lieutenant, très courageux, ce jour-là, il était entouré par de jolies dames, de jolies filles. Exactement. Il dorlotait, il était à l'aise, il était aux anges, comme on dit. Et quand le soldat est venu dire, ah, le grand roi d'As te dit de venir, il dit, ah, lui nous fatigue. Allez lui dire que vraiment, je suis pris d'abord, je n'ai pas le temps. Le soldat était étonné parce que personne n'a l'habitude de parler comme ça au grand roi d'As. Oui. Il a hésité, mais le lieutenant était craint quand même. Il a dit d'aller dire. Et lui, il est parti. Quand il a vu le roi,
Le roi lui a demandé, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah, ce qu'il a dit un peu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que vraiment lui n'a pas le temps de venir et que vraiment il est très pris. Sage, étonner tout le monde. Quelqu'un qui répond comme ça à son roi. Et quel roi? C'est le roi des rois. Tout de suite, un bon roi, sage, il a réfléchi et il a posé une question aux soldats. Soldats, dites-moi un peu. Quand vous êtes allé le trouver, comment vous l'avez trouvé? Il dit, ah, grand roi, il était entouré de jolies femmes, il était vraiment... Le roi dit, je comprends. J'ai compris. Laissez-le. Parce qu'au moment où le soldat avait dit que le lieutenant disait qu'il n'a pas le temps, tout de suite, quelqu'un s'était porté volontaire d'aller lui couper la tête et d'apporter sa tête au roi pour le calmer. Le roi dit, non, laissez-le. Ce n'est pas nécessaire. J'ai compris. Après, parce que le roi a compris que c'est la circonstance qui a fait que l'autre a parlé comme ça, mais il ne le pensait pas réellement. L'idée est que le roi, en tant que roi, la première pulsion en lui pouvait être, puisque ce lieutenant m'a manqué de respect, je vais démontrer à tout le monde que je suis moi le grand roi et personne ne peut me parler ainsi. Donc s'il s'était laissé aller à cette pulsion-là, il allait ordonner qu'on aille lui couper la tête et l'apporter. Mais il a su maîtriser ce premier sentiment-là. Il a compris la situation. Il n'est pas allé dans ce sens-là. Heureusement, parce qu'après, le lieutenant est venu, il s'est soumis, il a fait allégeance, et il a toujours fait preuve de bravoure et de respect pour le roi. Donc ce qu'il avait dit était simplement circonstanciel. Mais si le roi s'était laissé aller à sa pulsion, les choses se seraient passées autrement. C'est à peu près l'idée. Ah oui. Merci vraiment pour cet éclairage. Encore avec les anecdotes depuis l'avant-propos, vous écrivez: ce livre n'est pas un assemblage de préceptes religieux, il est encore moins un catalogue de leçons de vertu ou de morale. Il n'est pas non plus une autobiographie déguisée, ou un ensemble de petites anecdotes amusantes. Et pourtant, dans le livre-là, j'en ai croisé tellement qui parlent de vous, surtout que vous avez le commissariat qui avait arrêté votre grand-mère. Vous avez énuméré ça dans le livre. Et en dehors de ça, le lépreux, le jour où personnellement, voilà, votre moto était tombée en panne, Oui. vous étiez au marché d'Ibida, et derrière, là où vous êtes assis, il y avait un monsieur qui semblait être malheureux, mais qui était plus joyeux que vous. Voilà. C'est des anecdotes personnelles qui sont rapportées dans le livre. Je classe ça dans le cadre de voilà, l'endroit où vous dites que dans la première partie, savoir dominer ses pulsions, ou bien faire une comparaison entre deux états de choses. Mais avec ça, qu'est-ce que vous voulez nous faire montrer à travers ces anecdotes? Pour en ce qui concerne les pulsions, on peut aller très loin. Très loin, j'en viens par exemple à un livre écrit par Benazir Bhutto. Elle dit là-dedans que, en fait, ce que les gens appellent djihad, ce n'est pas ça le vrai djihad. Le vrai djihad. Elle explique que dans chaque être humain, dans l'esprit de chaque être humain, il y a toujours un conflit permanent entre faire ce qui est bien et ne pas faire ce qui est interdit. Ce conflit, cette lutte interne-là, réside en chacun de nous. Il s'agit pour nous de mener cette lutte interne et quand même de réussir à nous maîtriser pour aller dans le sens qui est le sens le plus honorable, le plus noble. Maîtriser notre propre pulsion, oui, pour éviter de faire ce que la loi interdit et ce que la religion interdit. Elle explique que gagner ce combat interne-là, en fait, c'est ça le vrai djihad. Contrairement à ce que d'autres pensent, aller mener la guerre, combattre tous ceux qui pratiquent mal ou peu la religion musulmane. Le djihad est d'abord personnel. Le djihad est interne. Le djihad est comment faire pour me maîtriser moi-même, pour éviter l'interdit, le mal, le vol, mais pas forcément aller en guerre, tuer et autres. Au nom d'un certain djihad, ce n'est pas ça le vrai djihad. Merci. Donc ça revient au même. Ça revient au même. Comment contrôler sa propre pulsion, c'est fondamental. Si on n'est pas capable de ça, se maîtriser soi-même,
on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Ok, merci beaucoup. Et maintenant, pour réussir dans la vie, il y a une deuxième proposition qui est être procréatif. Et à partir de ce chapitre, vous avez donné l'anecdote une anecdote qui vous vise directement. Ça, c'était lors d'une mission. Étant au Ghana, vous avez demandé d'aller recenser les Maliens qui vivaient au bord du lac Tchad. Vous avez été procréatif en choisissant un photographe. Voilà, il y a l'histoire qui est là. Donc, oui. Être procréatif est indispensable à la réussite d'un homme. Oui. Être proactif, c'est d'abord prendre des initiatives. Proactif, oui. Et non procréatif, vous m'excusez. Être proactif, c'est prendre les bonnes initiatives. Mais c'est mieux que ça, c'est plus que ça. Il ne suffit pas de prendre la bonne initiative. Il s'agit de trouver les voies et moyens de réfléchir, d'approfondir la réflexion pour une bonne mise en œuvre de cette initiative-là. L'histoire que vous soulevez, je vais résumer pour aller très vite. Il se trouve que, peut-être beaucoup ne savent pas, mais sur le lac Tchad, il y a beaucoup de Maliens. Particulièrement les Maliens, peu le ressortissant de Kona. Alors, j'étais à l'ambassade. Un jour, c'est un représentant de cette colonie malienne, cette communauté malienne, vivant sur le lac Tchad, qui est venu à l'ambassade pour dire que, actuellement, ils sont victimes de beaucoup de tracasseries de la part du service de l'immigration du Nigeria. Le problème était très simple parce qu'au compte de la CEDEAO, tout le monde a le droit librement d'aller au Nigeria. Mais ça se limite à 90 jours. Donc au-delà des 90 jours, selon les textes, vous devez ressortir, revenir encore pour 90 jours. Sinon, étant au Nigeria, vous demandez résident permit. Le résident permit, c'est un cachet qu'on met dans un passeport. Eux, ils n'ont pas de carte d'identité. Comme ils n'ont pas de carte d'identité, ils n'ont pas de passeport. Et donc, comme ils n'ont pas de passeport, il n'y a aucune chance de pouvoir mettre ce cachet résident permis-là dans un quelconque passeport. Alors, ils sont venus dire que, puisque notre problème est à ce niveau, nous voulons que vous trouviez les moyens de nous délivrer des cartes d'identité et des passeports. C'est comme ça que la mission a été désignée. Moi, je devais quitter donc Accra, aller jusque sur le lac Tchad. La localité s'appelle Darak. C'est un petit village au bord du lac Tchad. Mais pour aller là-bas, il a fallu passer par Lagos, par Kano, par Maïdiguri, là où le terrorisme fait rage actuellement. De Maïdiguri, 145 km pour atteindre le bord du lac Tchad. Et sur le lac Tchad même, prendre la pinasse et faire 2 heures sur l'eau. Mais venons à notre sujet. Mon idée était d'aller délivrer des cartes d'identité et des passeports à nos frères, pour qu'on puisse mettre le cachet résident permis dans ces passeports-là. Mais, puisqu'on va en pleine campagne, et qu'il faut forcément des photos pour la carte d'identité et les passeports, comment faire? Là-bas, peut-être, il n'y a pas d'électricité. S'ils n'ont pas la possibilité de faire des photos, tout va aller à l'eau. C'est alors que je me suis dit que, pourquoi ne pas trouver ici même sur place quelqu'un, un photographe, le prendre avec nous dans notre mission, qu'il vienne avec nous. À l'époque, c'était les appareils photo Polaroid. Vous prenez, vous découpez les 4 photos, vous avez déjà les 4 photos d'identité. On a démarché les gens, les Nigérians, on a trouvé un jeune Ibo. On lui a dit, bon, est-ce que tu es pris maintenant? Il dit, non, lui, il est plutôt désœuvré. Et bon, nous te proposons de venir avec nous. Nous allons sur le lac Tchad, nous allons faire des pièces pour des Maliens. Ils sont nombreux, vous prendrez beaucoup de photos et certainement vous aurez beaucoup d'argent. You will make money, plenty of money. Il était d'accord. Il est venu avec nous. Donc, nous avons fait tout le parcours que je vous ai dit. Nous sommes arrivés à Darak. La population était heureuse de nous accueillir. Sauf qu'au moment précis où on devait commencer le travail, je leur ai expliqué que j'ai pensé que le problème de photo se serait posé ici, à votre niveau. Donc, depuis là-bas à Maïdiguri, j'ai eu l'idée de prendre un jeune photographe. Je l'ai amené. Tous ceux qui veulent des pièces, lui sur place, il fera des photos qu'on découpe. On réservera des photos pour la carte d'identité et d'autres photos pour les passeports. Et vous ne pouvez pas imaginer comment ils se sont mis tout de suite à applaudir. Ils se sont dit, mais comment vous avez pensé à ça? C'était notre problème. On regrettait même pourquoi on vous a fait venir, parce que s'il n'y a pas de photos, rien ne peut se faire. Donc, revenons à notre sujet. L'initiative d'aller les aider, c'est bien. Mais aller au-delà, pensez à tous les petits détails qui puissent faire que notre initiative puisse
se réaliser. Sans photo, pas de passeport, pas de quarantaine, et sans passeport, pas de résidence permis, donc ce serait une mission inutile. Donc c'est un exemple pour montrer que si vous avez une mission, vous avez une action que vous voulez entreprendre, prenez le temps de chercher toutes les possibilités, toutes les bonnes idées qui concourent à la réussite de cette initiative-là. C'est un peu l'idée qui est mentionnée là. Merci et merci encore. Quand même, je vous rappelle, chers téléspectateurs, que nous sommes dans la cadence des lettres, une émission 100% littérature. La clé de la réussite est un livre publié à Edim Édition. Et l'auteur nous donne les détails du livre. Quand même, je vous invite à chercher à lire le livre. C'est un livre extrêmement important et c'est focalisé sur la réussite dans la vie. Revenons encore dans le livre. Il y a à partir du cinquième chapitre, savoir faire le bon choix. Là aussi, il y a des anecdotes qui sont là. Donc, le savoir faire un bon choix est indispensable à la réussite. Effectivement. Vous savez, quand il s'agit de choix, c'est une des chances que l'être humain a. Le pouvoir de choisir. C'est un droit inné. Nous faisons tous des choix. Toute notre journée, nous ne faisons que des choix. Décider le matin de porter tel ou tel habit, prendre telle ou telle route. C'est nous qui décidons, c'est nous qui choisissons. Il se trouve que pour notre vie même, toutes les actions que nous posons, ça part de nos choix. Il est dit que ce que vous êtes, là où vous êtes, ça ne dépend de personne d'autre. Ça dépend de vous-même, de choix que vous aurez fait et des décisions que vous aurez prises. Ce qui montre que le choix est assez important, le choix est fondamental. Quand vous faites un mauvais choix, il y a des conséquences. Quand vous faites le bon choix, il y a des conséquences. Rien n'est neutre dans la vie. Les gens pensent que, bon, je peux faire ça, il n'y a rien. Il y a toujours des conséquences. Tout acte que vous posez, soit améliorera votre vie, soit portera préjudice à votre vie. Toute action a une conséquence. Donc, à partir de là, quand vous vous dites que le choix que je ferai, je rencontrerai les conséquences, ça vous amènera à bien réfléchir au moment de faire ce choix-là. Donc, vous pouvez, il y a des exemples qui montrent que, prenons deux élèves. L'un choisit d'étudier, d'apprendre ses leçons, l'autre choisit d'aller au cinéma, de s'amuser. Chacun prendra les conséquences de son choix. Quel que soit le choix que vous faites, les conséquences suivront. Évidemment, ça me ramène au niveau scolaire par exemple. Il se trouve que je suis sidéré par le fait que pendant les orientations, là où tel élève doit continuer ses études, ça se fait de façon assez banale, assez simpliste. Alors que ça joue sur toute sa carrière. Si l'élève est mal orienté, si on fait pour lui un mauvais choix, il paiera sur tout le reste de sa vie. Et même après ça, quel genre d'études je vais faire, quelle filière je vais suivre, le choix impactera sur le reste de votre vie. J'ai pris l'exemple des étudiants maliens. L'un fait le droit, les deux font le droit. Mais l'un va vers... Tous les deux ont leur licence par exemple. L'un a fait magistrature, l'un a fait droit, il est allé à la police, l'autre est allé dans la magistrature. Il se retrouve dans une localité. L'un est commissaire de police, il a sa licence en droit. L'autre est procureur, il a sa licence en droit. Mais la procédure pénale malienne fait que la police, c'est l'auxiliaire de la justice. Donc, quelque part, ce commissaire-là est le subordonné du procureur. Pourtant, ils sont à diplôme égal. D'où vient la différence? C'est seulement le choix que l'un a fait et que l'autre n'a pas fait. C'est des exemples comme ça qui montrent que le choix est assez important. Voilà. Il y a encore savoir bien gérer le temps qui fait partie des chapitres de ce livre. Le temps, selon vous, selon les Anglais, ils disent que time is money. Voilà, le temps c'est de l'argent. Donc savoir gérer le temps. Et dans la partie, il y a encore beaucoup de propositions que vous apportez dans le livre. L'idée est que nous prenons beaucoup de liberté avec le temps. Surtout en Afrique. L'Africain croit que non, ça ira, non, j'ai le temps. Il remet toujours à plus tard.
C'est ce qu'on appelle la procrastination. Tout ce qui est rare est cher. Le temps est une denrée limitée, parce que nous ne restons pas ici indéfiniment. Mais puisque le temps que nous passons sur Terre est limité, donc c'est une denrée rare, donc une denrée importante, qu'il faut gérer avec parcimonie. Mais contrairement à cette notion-là, nous prenons beaucoup de liberté avec le temps. On entend même l'expression l'heure africaine. Quand il y a une cérémonie, l'ouverture c'est à 10h, certains prennent un malin plaisir à venir à 10h30, 11h. Pour eux, plus tu viens en retard, plus tu te fais remarquer, plus tu es important. Donc les gens n'accordent pas le temps, l'intérêt qu'il faut et l'importance qu'il faut au temps. On laisse le temps passer. Alors que dans la gestion du temps, il est important de faire des distinctions. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a des catégories. Il y a ce qui peut être important, ce qui peut être urgent, ce qui peut être à la fois important et urgent, et il y a des choses qui ne sont ni importantes ni urgentes. Malheureusement, chez nous, il est plutôt courant de voir que les gens accordent la majeure partie de leur temps à cette catégorie-là. Des choses qui ne sont ni importantes ni urgentes. Alors que quand vous le faites, là aussi, comme je l'ai dit tantôt, il y a des conséquences. Il y a des conséquences parce que le temps que vous consacrez à ces choses que vous ne contrôlez pas, que vous ne maîtrisez pas, qui dépendent d'autres personnes et qui dépendent d'autres circonstances, c'est simplement du temps perdu. Ce temps, vous aurez pu le consacrer à ce en quoi vous pouvez avoir un impact. Prenez par exemple deux jeunes. L'un s'amuse à prendre le thé, l'autre prend le même temps pour aider son petit frère à faire des exercices de maths. Au moins aider son petit frère à faire des exercices de maths, il a un impact. Ça aide le petit frère, ça permet de changer quelque chose. Mais passer des heures et des heures à prendre le thé, à ne rien faire, ou simplement passer des heures et des heures à discuter de ballon, un match de la Coupe du Monde 2018-2022, ça n'a aucun intérêt, aucun avantage actuel sur votre vie. Ou vous parlez, je ne sais pas, de la Tchétchénie, les Russes face aux Tchétchènes. Quand vous disez de ça pendant 4 heures de temps, c'est 4 heures de temps inutilement perdues, 4 heures de temps gâchées dans votre vie, dont la durée est pourtant limitée. Donc il s'agit simplement de faire en sorte que, quand vous utilisez votre temps, accordez la majeure partie de ce temps-là aux choses sur lesquelles vous avez une influence, aux choses que vous pouvez changer, pas aux choses sur lesquelles vous n'avez aucune incidence et qui n'apportent rien à votre vie, qui ne sont ni urgentes ni importantes. C'est un peu l'idée qui est développée dans le... Merci. Je pense que dans le contexte actuel, où on parle de refondation, de changement de mentalité, le livre peut avoir un impact. Parce que si vous avez remarqué tout au long du livre, il y a une idée qui revient. Il est toujours dit que vous ne pourrez jamais atteindre le succès si vous n'êtes pas en harmonie avec certaines valeurs, notamment la loyauté, la dignité, le patriotisme, l'intégrité, le respect de la loi et des règlements. Quand vous ne respectez pas ces valeurs-là, peut-être vous pouvez faire une ascension, peut-être vous pouvez atteindre le sommet, mais la chute est certaine et la chute sera brutale. Et la chute surviendra au moment où vous êtes le moins armé, parce que c'est au moment où vous y attendez le moins. Il se trouve que les conseils qui sont donnés là-dedans, notamment le besoin de patriotisme, de loyauté, d'intégrité, de respect de la loi, d'amour de la patrie, quand ces valeurs-là sont le plus largement partagées, ça peut permettre d'être un facteur qui pourrait maximiser les chances que les Maliens ont de réussir cette refondation-là. Maintenant, le mot de la fin. Le constat est que nos frères ne lisent pas, ils n'écrivent pas. Quelqu'un s'est amusé même un jour à dire que si vous voulez cacher votre argent à vos enfants, mettez dans un livre et placez dans la bibliothèque. Vous êtes sûr que personne n'ira prendre cet argent-là. Ça veut dire que lire et consulter les livres ne les intéresse pas. Il faut lire. Pourquoi? Parce que c'est la lecture qui est la source de la connaissance. Et quel est le pire danger pour nous? C'est l'ignorance. Certains pensent que l'Africain est idiot, stupide. Non. L'Africain n'est pas idiot, il n'est pas stupide. Simplement, il est ignorant parce qu'il n'a pas accès à la bonne information. Il n'a pas accès à certaines connaissances. S'il avait accès
à ces connaissances-là, à ces informations, il est capable d'analyser et de trouver sa voie et de faire les bons choix, comme on revient au choix encore. Mais ça, c'est un facteur très très important. Chers téléspectateurs, c'était l'émission La Cadence des Lettres. Nous étions accompagnés par M. Bala Traoré. Son livre Les clés de la réussite faisait l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Donc, je vous suis vraiment reconnaissant. En même temps, je vous incite moi aussi à vous intéresser aux documents et à lire. La lecture est la clé de toutes les connaissances du monde. Et comme on le dit souvent, une nation qui lit est une nation qui gagne. Merci, chers téléspectateurs, et bonne suite de programme en compagnie de la chaîne éducative du Mali. Au revoir.